je crois que les grandes difficultés que j'ai rencontrées, ça a été à chaque fois mes repositionnements parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns et c'est vraiment des moments, complexes parce qu'en fait, ils viennent te chercher en tant que personne, en fait et c'est des moments plus, finalement développement personnel que ça vient en fait, ça vient nous chercher, intérieurement. Ça nous oblige à nous poser des questions. Bonjour Sonia. Salut à vous 2, comment allez-vous? Bonjour Sonia, ça va très bien. Oui, ça va très très bien. On est toujours content d'accueillir une nouvelle personne dans les interviews Créacilla. On va commencer tout simplement par te demander de te présenter et de présenter ton activité. OK. Alors moi, c'est Sonia Laurembourg. Je suis directrice des opérations externalisées, en freelance, bien sûr. On entend aussi, le terme de OBM pour définir ce métier-là. Peut-être qu'on en reparlera et puis, j'ai 2 autres casquettes aussi. Je suis, consultante en gestion d'entreprise. Donc, c'est directement lié à ce que je fais, de manière opérationnelle chez les clients. Soit je suis en mode opérationnel en tant que directrice des opérations, soit, je les conseille à travers des consultings. Et la troisième casquette, elle est un petit peu nouvelle, peut-être qu'on en parlera, pendant l'interview. Je suis cofondatrice, on va dire, d'un, logiciel, SaaS, d'un software, à destination des freelances, des indépendants, qui a, comme objectif en fait de leur permettre de faire leur pilotage d'entreprise, donc toujours en lien, hein, avec, la base de métier. Donc la première version se concentre sur la gestion, le suivi des finances. Voilà pour, le côté, pro. J'ai commencé ma vie d'entrepreneur freelance en 2016. Au moment où on tourne, ce podcast, on est en 2023. Je crois que ça fait 7 ans, si je compte bien. C'est bien ça. Que vous dire d'autre? J'ai pas mal voyagé. J'ai commencé ma vie d'entrepreneur en voyage, en mode, digital nomade. Et à l'époque, en fait, on vivait avec mon mari sur un voilier et c'est comme ça qu'a démarré ma vie de freelance. En fait, ça a été vraiment j'ai trouvé ça sur mon chemin: «Tiens, je pourrais être freelance, comme ça je pourrais voyager encore plus longtemps». Hem, voilà pour le côté un peu plus perso et aujourd'hui, j'ai arrêté de voyager. En tout cas, on s'est posé. J'habite dans le sud de la France, au sud de Toulouse, dans les Pyrénées. Alors bon, le voyage en soi, on en reparle déjà, mais en gros, on a quand même posé nos valises, ces derniers temps. Voilà pour la petite présentation. Merci, c'est une présentation très complète. J'ai 2 questions à te poser concernant cette présentation. La première, c'est quelle est ta cible? Donc j'ai bien compris pour la partie, le nouveau produit qui va sortir, c'est les freelances, c'est les indépendants. Pour l'autre partie, tu adresses quel type d'entreprise? Oui, en effet, la partie, SaaS, c'est toutes les personnes, freelance, indépendants, et sur la partie prestations et consulting, on va plutôt être sur, des entreprises un peu plus, développées, on va dire. Donc moi, ma grande spécialité, c'est, les entreprises en ligne, déjà d'une manière générale. C'est vraiment là où, j'ai toute la culture et et où, je me suis spécialisée, ces dernières années. Donc ça va être, tout ce qui va être infopreneur, e-commerce notamment. Et en termes de structure, ça va être des entreprises qui sont en train de se structurer, donc entre 2 et 10 collaborateurs. Pas forcément des salariés d'ailleurs, ça peut, très bien être des salariés comme des freelances. Il y a des personnes qui travaillent avec ce modèle, exclusivement freelance, ça marche aussi, mais il faut quand même structurer. Voilà. Et ma deuxième question, c'est il y a internet sur un voilier? Comment tu fais pour travailler sur un voilier? Alors, quand tu navigues, tu n'as pas vraiment internet, à part quand tu es près des côtes, mais de toute façon, quand on navigue, on navigue, généralement. Non, on travaillait, en fait, quand on était, à l'arrêt, donc soit dans les ports, soit au mouillage et en fait, il y avait 2 grosses astuces. La première, c'était, via le téléphone, portable, c'est-à-dire qu'on partageait notre connexion et la deuxième, en fait, on prenait le wifi des hôtels qui était
qui était proche en fait du bateau. Donc c'est un peu système baroudeur hein, quand même. Ça fait d'ailleurs partie des raisons pour lesquelles on est rentré, c'est qu'il y avait aussi cette volonté de développer nos activités respectives. Et je suis persuadée qu'on peut vivre en mode digital nomade et avoir une entreprise florissante. Mais je pense aussi qu'il y a un moment, si on veut faire certains développements, certaines structures, il faut être un peu plus stable que vivre sur un voilier, on va dire. D'accord. Et moi, j'ai une autre question. Donc, tu disais que pour prolonger le voyage, tu as décidé d'entreprendre. Est-ce que c'est une décision qui est venue pendant le voyage ou est-ce que c'était au départ, avant de se lancer dans le voyage, que tu as décidé d'entreprendre? Alors en fait, c'est pendant le voyage. On est parti en 2016. En avril 2016, on a levé l'ancre, hissé les voiles et on est parti. Donc on était vers Bordeaux et on est descendu dans le sud pour aller en Méditerranée. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'étais fraîchement diplômée d'un diplôme de prof de français. Diplôme que je n'ai jamais, utilisé en tout cas. Il m'a pas servi à grand chose, à part apprendre à apprendre. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à la fac. Et en fait, mon objectif principal, c'était de trouver du job sur la route. Donc, on est parti avec de l'argent de côté et je m'étais dit: «Je donnerais des cours de français en route», sachant que j'avais aussi un diplôme de, français langue étrangère, donc prof de français en tant que langue étrangère. Et donc, j'étais partie là-dessus. Et mon mari, lui, était ingénieur logiciel. Et donc, très naïvement, quelque part, il a dit: «Bon, bah, moi, par contre, je vais faire des sites web. J'ouvre ma micro-entreprise et je vais faire des sites web». Et en fait, j'ai commencé à vouloir l'aider. Et à partir de là, en fait, j'ai découvert tout cet univers du web design, du web marketing, etc. Au début, j'ai simplement commencé à me former pour pouvoir vraiment l'aider à faire des devis, parce que faire des devis quand on connaît pas le métier, c'est pas trop possible. Et en fait, ça m'a ouvert tout un univers. Et à partir de là, je me suis dit: «Oh, j'adore! Oh, c'est génial! Oh, je vais devenir freelance!» Voilà, en gros, ça s'est passé comme ça. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Donc, tu as aidé au début ton mari tu as appris donc, les compétences dont tu parles, hein, le web marketing, plein de choses, qui sont associées, comme tu dis, à la gestion des opérations. Mais il y a aussi, dans le mot gestion des opérations, la partie gestion, donc gestion de projet. Est-ce que c'est quelque chose qui était inné chez toi ou est-ce que ça aussi, tu l'as appris Je vais essayer de la faire courte. En gros, donc au début, j'ai appris tout un tas de compétences vraiment opérationnelles, hein, donc web design, tout ça, web marketing. J'ai fait en fait plein de de prestations diverses et variées. Donc au début, je travaillais vraiment en collaboration avec Lucas. J'étais même au tout début, j'étais conjoint associé ou quelque chose comme ça. Je sais plus exactement quel est le titre, mais j'étais rattachée à sa micro-entreprise. J'avais pas encore ma micro-entreprise à moi. Et en fait, 6 mois, 1 an après, j'aimais tellement en fait cet univers du freelancing et je découvrais tellement de choses que j'ai ouvert ma propre micro-entreprise et j'ai commencé à faire de la prestation de services pour d'autres clients, mes clients à moi en fait. Et donc là, j'étais partie sur des choses un peu plus marketing parce que ça faisait partie des compétences que j'avais apprises au fur et à mesure. Donc pendant 2 ans, facilement, j'ai fait un peu du tout venant comme ça. Je faisais du copywriting, du community management, de la rédaction, un peu de web design, enfin un peu comme ça se présentait. Et en parallèle de ça, on a aussi ouvert notre blog à nous. C'est un peu ce qui m'a propulsée, je mets des gros guillemets, mais j'ai beaucoup appris en fait à travers ce projet. Ça a propulsé mes compétences, on va dire. J'ai ouvert mon propre blog de digital nomade sur lequel je racontais ma vie de digital nomade. Et j'ai fait une petite aventure infoprenariale dans ce blog-là, où en fait j'ai ajouté cette compétence à mes compétences. C'est-à-dire que du coup, j'avais fait du coaching, enfin je commençais à faire du coaching, alors ça date, hein, c'était en 2018. Je vendais des formations en ligne, etc., etc. Et fin 2019,
force de toutes ces expériences diverses et variées, j'en ai eu quand même un peu marre de faire de tout et n'importe quoi. Et j'ai voulu en fait, recentrer, réaligner un petit peu ce que je faisais et en fait avoir un vrai métier. C'est-à-dire que déjà j'arrivais plus à me définir et puis j'avais un peu passé des étapes, c'est-à-dire que je me sentais vraiment entrepreneur. Là où les 2 premières années, j'étais un peu dans la découverte de l'univers, du milieu, et cetera. Je j'avais pas trop cette posture d'entrepreneur et en fait, fin 2019, je me suis sentie entrepreneur, on va dire et donc je me suis dit: «OK, j'ai envie de me positionner, j'ai envie d'être reconnue pour certaines compétences que j'ai envie un peu de, entre guillemets, "de me nicher" pour dire, le mot un peu marketing». Et donc, j'ai tout mis à plat, j'ai réfléchi et je me suis dit: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Force de toutes ces compétences, qu'est-ce qui me plairait, en fait, comme activité?» Et il y a un truc que je faisais pour un client, qui était assistante, en fait, assistante opérationnelle et j'adorais. C'était la mission que je préférais, c'est la mission que j'avais depuis quasiment le début de mon de mon freelancing et donc, je me suis dit: «Ah ouais, en fait, c'est ça que je veux faire, je veux être je veux être, pardon, assistante». Et tout de suite, je me suis vendue un peu assistante plus plus, c'est-à-dire que, je vendais le fait que j'avais eu un blog, que j'avais monétisé, que j'avais 2-3 ans d'expérience en tant que freelance et cetera et que je maîtrisais un peu le 360 en fait, du spectre de l'infopreneur et que je pouvais vraiment les accompagner, aussi sur la partie un peu plus stratégique de leur entreprise. Donc je me suis vendue comme ça, fin 2019 et en fait, très vite, je me suis rendue compte que ce que je faisais, c'était pas de l'assistanat, c'était autre chose. Et j'arrivais pas à savoir ce que c'était. Vraiment, je savais que je faisais entre guillemets «plus que ça», mais j'avais du mal à définir des mots. Je trouvais pas de case en fait dans laquelle me mettre, sachant que moi, ce que je cherchais à ce moment-là, c'était une case justement pour mettre le petit truc sur LinkedIn, quoi. En gros, c'était un peu ça. Et en fait, c'est un client qui m'a dit, mais en fait, tu devrais regarder du côté des États-Unis. Va voir ce que fait, je crois que c'est Sandra Booker, qui était à l'époque l'OBM, donc Online Business Manager, un peu des copywriters rockstar. Je crois que c'est au Canada ou aux États-Unis, je ne sais plus. Et du coup, j'ai mis un mot, Online Business Manager. J'ai mis un mot, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai acheté un livre sur le sujet. Il y a une américaine, Tina Forsyth, qui a écrit un livre dessus. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est ça que je fais, c'est ça. Et du coup, j'ai compris en fait quelle était réellement ma mission que je faisais chez les clients. Et du coup, j'ai compris les expertises que je devais développer, à savoir la gestion de projet, tout ce qui était management, etc. C'est des choses que je pratiquais déjà du fait de mon expérience. En fait, j'avais mis les mains dedans, en fait, entre guillemets, sans m'en rendre compte. Et du coup, mi-2020, ce que j'ai pu faire grâce à cette rencontre, entre guillemets, du mot OBM, c'est que j'ai pu vraiment me former techniquement sur des points tels que la gestion de projet, etc., qui m'a permis de vraiment, là, me positionner en tant qu'OBM et me dire, voilà, j'ai les compétences qu'il faut pour faire ce métier-là. Ok, très clair. J'ai l'impression que tu as trouvé ton ikigai pas à pas, en fait, au fur et à mesure de l'expérience, plutôt que de faire l'exercice et... C'est exactement ça. C'est vrai, c'est bien dit, tu vois, je l'avais jamais pensé comme ça, mais c'est ça, ouais. Tu t'es trouvé en chemin. Et j'ai une dernière question avant qu'on bascule sur le cœur de l'interview, mais est-ce que comment quand on se lance comme ça, qu'on a très envie d'être entrepreneur, non pardon, au début c'est pas le mot entrepreneur que tu as cité, mais plutôt indépendant, freelance, comment tu trouves des clients comme ça en étant sur un voilier et en bougeant tous les jours? C'est une bonne question ça. On a commencé sur coder.com, qui est je sais même pas si ça existe encore, mais je pense que oui. C'est une plateforme de freelance en fait, sur laquelle on pouvait. En fait, il y a des appels d'offres et en tant que freelance, on répond. Donc ça a commencé par de la plateforme freelance, tout simplement. Et ensuite, de fil en aiguille, c'est les réseaux. Ça fait partie de mes forces, je crois, le réseau. Et donc, j'ai très rapidement noué des liens, enfin fait des connaissances avec d'autres personnes du secteur. Ce qui fait que, de fil en aiguille, ça a vraiment été le bouche à oreille pour la partie prestation de service. Et puis pour le côté plus blog, infoprenariat, là, stratégie marketing, réseaux sociaux, etc.
Du coup, Sonia, on va basculer sur le cœur du sujet. La question fatidique. Quelle a été pour toi la plus grande difficulté que tu as rencontrée en tant qu'entrepreneur? Et surtout, comment tu l'as résolue? Ou si c'est en cours, comment tu comptes la résoudre? C'est une très bonne question. Je ne sais pas s'il y a eu la plus grande difficulté. Il y en a eu plein. Ça, c'est sûr. Alors, je crois que les grandes difficultés que j'ai rencontrées, ça a été à chaque fois mes repositionnements, parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns dans ma petite carrière d'entrepreneur. Et c'est vraiment des moments, oui, complexes, parce que en fait, ils viennent te chercher en tant que personne, en fait. Et c'est des moments plus finalement de développement personnel que des moments vraiment de juste je repositionne mon activité. C'est beaucoup plus que ça. Ça vient en fait, ça vient nous chercher intérieurement. Ça nous oblige à nous poser des questions. Et je dirais que c'est un peu ça, les moments les plus difficiles. Et du coup, c'est intéressant que tu me poses la question, parce que je suis en train d'en vivre un actuellement. Au moment où on parle, puisque je suis passée en fait d'un modèle de prestataire de service avec un client qui représentait 80% de mon chiffre d'affaires, et c'était volontaire, hein, c'était pas une erreur qu'on peut faire quand on entreprend parfois, erreur que j'ai eu fait par le passé. Mais là, c'était vraiment volontaire. J'avais cœur en fait à travailler à 80% avec cette entreprise-là, et j'avais envie de m'y investir. Et en fait, pour des raisons de structure justement d'entreprise, parce que, comment dire, je suis là pour servir l'entreprise, donc moi-même, il faut que je me rende à l'évidence, hein, quand mes propres services sont pas forcément appropriés par rapport à ce que vit l'entreprise. Et donc, comme un accord, on s'est rendu compte, la dirigeante et moi, que en fait, le rôle que j'avais là dans cette entreprise actuellement, il correspondait plus aux besoins qu'avait l'entreprise aujourd'hui. Bon, je vous passe le côté humain qui est pas évident, parce que ça faisait 3 ans qu'on travaillait ensemble, donc il y avait aussi beaucoup d'attachements humains, émotionnels, et cetera. Mais il y a eu aussi un peu cette espèce de vide que j'ai rencontré tout d'un coup, et c'est un peu là en ce moment alors je suis sortie de ce vide-là, j'ai remis je suis en train de reconstruire le pont. Mais c'est un peu cette sensation, hein, de waouh, 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 j'ai pas préconstruit le pont pour après. Et en fait, là, je suis face au précipice, et il faut que je construise en fait le pont pour traverser. Sauf que j'ai aucune idée en fait là des matériaux que je vais utiliser. Donc oui, dans mon sac à dos, j'ai plein de matériaux parce que j'ai de l'expérience, de l'expertise dans plein de choses, mais je sais pas dans quel sens je dois les mettre. Est-ce que je dois d'abord construire les planches? Est-ce que je dois lancer un filet jusqu'à l'autre côté? Enfin, ouais. Et ce moment-là de quelle est la suite? Il est à la fois, je trouve, très excitant, parce que c'est une nouvelle page blanche qui s'ouvre, et quand on est indépendant, freelance, entrepreneur, on peut l'écrire comme on veut. On peut choisir la couleur du pont, enfin voilà, c'est vraiment très très libre. Et à la fois, voilà, on est face au précipice, donc il y a aussi ce côté, faut pas trop se foirer, parce que potentiellement, la chute peut être un peu douloureuse. Et puis, au-delà du côté de ne pas se tromper, ça amène plein de questions. Et comment j'ai envie de le construire, ce pont? Et comme c'était un peu, entre guillemets, «soudain», c'est-à-dire qu'on a défini en août que la collaboration s'arrêterait fin octobre. C'était pas non plus du jour au lendemain. Mais entre août et octobre, on était quand même dans un joli tunnel de travail, et donc moi, j'avais pas le temps de me préoccuper, en fait, de la suite de mon aventure. Et puis, j'ai ce besoin de fermer quelque chose avant d'ouvrir autre chose. Je suis un peu structurée, toquée dans ma tête, donc j'ai besoin de ça. Et donc en fait, je me suis retrouvée vraiment en octobre dernier, donc là on se parle, on est en février, heu, vraiment paumée. Je sais pas ce que je veux faire, comment, et cetera. Et là, je suis en train de le reconstruire petit à petit, donc ça prend de jolies directions. Mais ça vient quand même me chercher sur des choses plus perso. C'est rigolo, à chaque fois, je me fais surprendre alors que je le sais, mais voilà. Du coup, si je comprends bien, en fait, ça fait 3 ans que tu travailles avec un client qui représente 80% de ton CA.
Et donc, depuis 3 ans, je pense qu'on ferait tous la même chose. On arrêterait les prospections, les nouveaux clients, etc. Parce que tu n'as pas de place, en fait, pour en prendre plus. Et donc là, sur l'espace, je ne vais pas calculer exactement, mais quelque chose comme entre 3 et 6 mois, tu apprends que ça va s'arrêter, vous convenez que ça va s'arrêter. Et donc, tu te retrouves en fait face à 80% de ton temps qui est libre, 80% j'imagine de ton CA aussi à recompléter, énormément de possibilités au vu de toutes tes compétences. Et tu me dis que ça te touche aussi d'un côté humain et personnel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ouais. Alors, pour le côté 80%, en effet, je suis complètement d'accord sur le fait que je n'ai pas continué la prospection, etc. Mais heureusement, j'ai quand même toujours gardé cette partie consulting qui m'a... et de toute façon, c'était une volonté. Hein. C'était aussi, après avoir fait vraiment l'erreur de ne pas avoir cherché de client à mes tout débuts, j'avais compris. Le côté consulting m'a permis de garder un pas avec le réseau, sur le chemin entrepreneurial, etc. Et ça vient me chercher sur quelque chose de plus personnel parce qu'en fait, ça vient déjà me questionner sur qu'est-ce que j'ai... Enfin, comment dire ça? Sur comment j'ai envie, en fait, de construire mon activité et en fait, quel est le lifestyle, si je dois dire ça comme ça, que j'ai envie de vivre, en fait. Et si tu veux, j'étais un peu dans le... Comment dire? C'est pas dans la roue du hamster parce que, en fait, j'étais à fond dans le projet avec cette entreprise-là. Et je me posais pas de questions. Ces questions-là, si tu veux, pour moi, elles devaient arriver dans 1, 2, 3 ans. Je savais que j'allais pas rester toute ma vie dans cette entreprise. Enfin voilà, on est en 2023, on bouge, etc. Mais moi, c'était une échéance beaucoup plus lointaine. Donc en fait, j'avais construit un petit peu mon quotidien en fonction de ça. Et j'étais partie sur les 2-3 prochaines années. Pour moi, c'était déroulé, ça allait se passer avec ce rythme-là, ce style de vie-là, etc., etc. Et en fait, tout d'un coup, j'ai été vraiment stoppée dans l'élan. Et en fait, c'est venu me rechercher sur, mais en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et je crois que c'est ça l'entrepreneur aussi qui, on a, je crois cette caractéristique qu'on se questionne beaucoup sur qu'est-ce qu'on veut. J'ai pas simplement voulu reprendre une activité en me disant ok bon bah allez on passe à la suite et puis on redéroule. Non, ouais, en fait c'est là-dessus, c'est sur comment je veux vivre, comment je veux travailler, le temps que je veux passer. Est-ce que en fait je veux reconstruire une activité entre guillemets très entrepreneuriale? Est-ce que je veux rester sur de la prestation de service? Est-ce que je veux développer X, Y, Z? Enfin voilà. Donc c'est venu me chercher sur plein d'aspects perso parce que pour répondre à ces questions-là, bah fallait que je me comprenne comment je fonctionne en fait moi personnellement et qu'est-ce que j'ai envie là maintenant en fait dans ma vie. Et c'était pas des questions auxquelles j'étais en train de répondre à ce moment-là. Donc c'est un peu venu me gratouiller gentiment. Ouais, c'est intéressant. Déjà, ce que tu viens de dire sur se connaître. Nous, ce qu'on dit à ceux qui se lancent ou à ceux qui se sont déjà lancés, que c'est quand même la base de savoir se connaître pour pouvoir construire son business. Tout simplement parce que son rythme de travail, plein de choses en fait dépendent de ça. Mais au-delà de se connaître, à un instant T, il faut aussi renouveler la question. Et effectivement, on évolue. Donc, il faut penser à updater tout ça régulièrement. Et en fait, tu dis un truc qui est intéressant via ces difficultés. Et je l'ai remarqué avec beaucoup d'autres entrepreneurs. Et tu l'illustres très bien. C'est que quand on entreprend et quand on est indépendant, la stabilité, c'est la précarité. Ah, c'est super bien dit. C'est-à-dire que plus on est stable, plus on en oublie qu'on est précaire. Et quand il y a un problème qui arrive, on a encore plus de mal à repartir de l'avant. Alors que si on se met régulièrement en instabilité et qu'on se questionne et qu'on construit l'avenir, c'est là qu'on évite d'être précaire, puisqu'on a toujours une corde à son arc, un plan B, un plan C, un plan D, etc., etc.
Donc, merci pour ce témoignage parce que c'est une belle illustration, je trouve, de ça. Oui, oui, mais merci à toi pour cette vision, parce qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est très, très bien dit. La stabilité en entrepreneuriat, c'est la précarité. C'est, je trouve, hyper. Enfin, tu m'éclaires là. Voilà, c'est gratuit. Non, moi je trouve qu'il y a un point quand même essentiel à retenir. Tu es passé assez rapidement dessus parce que tu as déjà vécu l'expérience, j'imagine par le passé, dans tes 7 ans. C'est le fait d'avoir gardé ce 20% de consulting à côté. Ça t'a permis de conserver ton réseau et ça t'a permis de finalement avoir plein de possibilités de rebondir. Je rencontre aussi énormément d'entrepreneurs, d'indépendants plutôt, qui vont prendre une mission client à 100% et que quand cette mission dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, j'en ai rencontré qui font des missions pendant même 10 ans en passant d'un projet à l'autre chez un même client. En fait, ils perdent tout leur réseau. En 3 ans, on peut tout perdre en fait. Et il faut recommencer de zéro. Et là, pour eux, c'est vraiment difficile parce que s'en suivent plusieurs mois en fait de recherche. Et au final, on est à la merci, ils sont à la merci d'un CV sur Malte en espérant que quelqu'un les appelle. Alors que là, en fait, tu l'as conservé, tu es passé assez rapidement dessus, mais je pense que c'est une leçon très importante à retenir. Et aussi, si je peux partager le retour d'expérience grâce en fait à ces 20% conservés, c'est que en fait en un mois, j'ai retrouvé l'équivalent, j'ai retrouvé les 80% en fait. Et donc en fait là du coup pour moi cette année, donc fin 2022, la collaboration à 80% s'arrête. Je passe mon mois de novembre en fait à faire de la prospection assez large, hein, que ce soit direct ou indirect. En fait, comme on dit, secouer le cocotier pour voir qu'il y a des noix de coco qui tombent. Et en fait, il y a des noix de coco qui sont tombées, clairement. Et alors, ce qui se passe, c'est que, comment dire, les prestations là, que j'ai retrouvées, les contrats que j'ai retrouvés, c'est pas forcément ce que je veux faire sur le long terme, parce que j'en parlais, il y a ce gros questionnement, mais en fait, j'ai envie de pivoter, j'ai envie de me repositionner, où je vais, comment, ces questions existentielles. Mais en fait, ça, je vais prendre le temps d'y réfléchir et de travailler dessus cette année, même s'il y a déjà des petites directions qui ont été prises. Et le fait, en fait, d'avoir ce réseau à ma disposition, en quelque sorte, enfin, de l'avoir travaillé pendant tout ce temps-là, ça m'a permis de retrouver du business, entre guillemets, tout de suite. Vu que, il y a aussi, je le dis, c'est important, de la trésorerie de côté. Comme j'ai dit, j'avais pas 2 ans de trésor devant moi, mais j'avais quand même quelques mois qui me permettaient aussi d'être, entre guillemets, sereine et de me dire, bon, si j'ai pas un contrat tout de suite, ça va bien se passer aussi. Donc oui, en gros, novembre, j'ai agité le cocotier. Fin novembre, début décembre, il y a des noix de coco qui ont commencé à tomber, donc j'ai signé de nouveaux contrats. Et là, ça y est, c'est reparti sur la suite, quoi. Donc oui, c'est important de le noter. Tu as raison. Donc, merci pour ce premier témoignage. Donc, maintenant, on passe à la question suivante. Cette fois-ci, la question, c'est quelle a été la décision la plus complexe que tu as eu à prendre en tant qu'entrepreneur? Je crois que la réponse qui me vient, c'est, entre guillemets, j'ai pas eu de décision très difficile à prendre. Je vais pas dire que par contre, ça a toujours été un long fleuve tranquille. Mais j'ai pas cette sensation d'avoir eu un jour devoir prendre une décision. Mais plutôt, en fait, de devoir en prendre tout le temps, plein de petites. Mais je crois pas dans mon parcours avoir eu une prise de décision comme on peut avoir parfois quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat, qui peut être une décision difficile, ou faire un virage à 360 degrés. C'est, même s'il y en a eu un petit peu fin 2019, mais enfin, c'était quand même une continuité d'activité et plus une redirection, plus une remise en ordre du puzzle finalement que j'avais construit. Par contre, je dirais que oui, des décisions, en fait, quand on est entrepreneur, on en prend tous les jours.
Et ça, c'est peut-être le le challenge au quotidien, parce que c'est pas toujours évident. Et comment, C'est pas toujours évident au quotidien de ça peut être fatigant parfois même un peu. et comment tu t'en sors du coup? Est-ce que tu as un système de prise de décision particulier? Est-ce que tu y vas au feeling? Est-ce que tu les évites? Comment, comment ça se Parfois. passe? Oui. Alors, je vais être parfaitement honnête. Oui, il y a de temps en temps, ça m'arrive de mettre des choses sous le tapis, mais c'est mauvais parce que ça revient généralement, en pleine Ne pas face. prendre de décision, c'est prendre une décision aussi, hein. Ouais, exactement. Et sinon, comment je prends mes décisions concrètement? Alors moi, je suis quelqu'un de très, du fait de mon métier, enfin, en tout cas, c'est pas un hasard si, je suis allée dans cette voie-là. Je suis assez structurée, ça répond d'ailleurs à une des questions que tu m'as posées au tout début, hem, je suis assez structurée, j'aime beaucoup être, organisée, carrée, mettre des cases et cetera. Et j'ai aussi une partie très intuitive, mais ce qui me guide en premier, c'est vraiment la structure. C'est là-dedans que je me sens à l'aise. Donc prendre une décision, pour moi, ça s'appuie généralement, je dis bien généralement, sur des données, de la data, des KPI, ce genre de choses. Parfois j'ai pas, parfois ça peut arriver de pas avoir et donc ça va surtout être l'intuition qui va guider, la prise de décision. Et une fois que j'ai récolté la data, là, je laisse parler vraiment mon intuition et c'est d'ailleurs quelque chose que je recommande aux entrepreneurs que j'accompagne, notamment dans les recrutements. En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui recrutent ou de managers qui recrutent, à l'intuition, au feeling. C'est très important le feeling dans le recrutement parce que, on va travailler avec la personne, donc il faut qu'il y ait quelque chose, Oui, humainement. Sauf qu'en fait, pour moi, ça doit venir en dernier, ça doit juste valider ou invalider, les données, on va dire scientifiques en quelque sorte. Donc c'est un peu comme ça que je prends mes décisions. Et pour ce qui est des opportunités, parce que souvent, c'est ça, quand on est entrepreneur, on a beaucoup d'opportunités, enfin beaucoup. On a des opportunités, des personnes je donne un exemple tout bête, vous m'avez, invitée pour participer à ce podcast. C'est une opportunité, c'est une décision à prendre en quelque sorte. Celle-ci, ça va, elle est pas vitale, on risque pas grand-chose, mais c'est pour exemplifier. Il y a plein de petites et grandes opportunités qui vont arriver et il faut savoir en fait, y répondre entre guillemets «stratégiquement» quand on est entrepreneur. C'est ça qui parfois peut être d'ailleurs un peu fatigant. Hem et une des façons que j'ai de répondre à est-ce que je participe ou pas à ce podcast ou est-ce que, la proposition de collaboration avec X, Y, Z me plaît ou pas? Au-delà de j'ai envie de faire ça parce que j'ai l'élan, quelque part un peu vital d'aller le faire, c'est est-ce que ça sert mon étoile du berger, de l'année? C'est-à-dire vraiment l'objectif, la ligne de mire que je me suis fixée, pour cette année? Oui, non. Si oui, est-ce que ça sert les objectifs, du trimestre? Parce que peut-être on est un peu trop en avance sur ce que sur les projets, donc peut-être que c'est un petit peu trop tôt. Oui, non et en fait, si c'est oui, ben, on y va. Si c'est non, ben, dans ce cas, en fait, il faut savoir dire non. Je dirais que c'est un peu ça, d'ailleurs la une des plus grandes difficultés pour, répondre à ta question, c'est dire non. Ça, c'est pas facile. Du coup, ce que j'entends, c'est que en fait, tu prends des décisions très souvent et du coup, au final, bah, t'attends pas le moment d'avoir une grande décision, un grand chamboulement. En fait, ça se fait petit à petit et puis même, il y a des choses qui se construisent et finalement, bah, en fait, la prise de décision, ça devient juste une évidence parce que tous les éléments enfin, tout le puzzle s'est construit pour que, cette décision-là soit prise et derrière, généralement, tu te bases sur du factuel et l'intuition, mais à la fin pour valider. En gros, c'est ça. Alors, ça me fait marrer que tu présentes ça comme ça parce que on m'a posé la question, alors c'était pas exactement celle-là, on m'a dit quelle grande révélation tu as eu dans ton business, enfin, qui a fait que ça a décollé. On m'a posé ça la semaine dernière et en fait, j'avais répondu qu'en fait, il n'y en avait pas. Que moi, je fais des itérations de 2 semaines. Nous, on fait des itérations de 2 semaines. Et donc, toutes les 2 semaines, on va reposer les datas, on va regarder nos indicateurs et on va prendre nos décisions. Et en fait, quand il y a un feeling qui va pas, quand il y a un indicateur qui va pas, en fait, les décisions, on prend plein de toutes petites décisions, on a plein de toutes petites révélations. Et au final, oui,
Enfin, moi, j'ai pas le sentiment d'avoir pris un jour une très grande décision parce qu'au final. Parce qu'on s'est forcé à en prendre plein régulièrement. C'est exactement ça, c'est le travail en itération. Je pense que c'est important quand tu es entrepreneur d'être dans cette agilité, pour reprendre un peu des mots à la mode. C'est nécessaire en fait. Après, des fois, il faut prendre des grandes décisions, hein, mais Bien c'est vrai que sûr, moi, ça m'est bien pas sûr, bien sûr. spécialement. Et on a eu précédemment dans ce podcast des personnes qui ont pris des très grandes et ils ont bien pivoté dans leur entreprise et c'est assez impressionnant aussi. Pour revenir sur l'intuition, je trouve ça intéressant aussi parce que moi j'ai tendance à dire que l'intuition, elle se développe au fur et à mesure et plus on a de data et plus on s'entraîne à prendre des décisions, plus son intuition C'est de l'expérience. et voilà, via l'expérience, est capable de prendre les décisions parce que en fait les data, au début on est obligé de les conscientiser, mais petit à petit en fait on les voit, en fait on les agrège de manière innée et donc c'est là qu'on appelle ça l'intuition. C'est que c'est que notre cerveau a capté plein de data avant qu'on l'ait vraiment conscientisé. Et donc s'entraîner à prendre plein de décisions et surtout laisser parler un peu son intuition au fur et à mesure et de plus en plus, c'est intéressant. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une série que tu as vue il n'y a pas très longtemps, Bouchra. Tu te rappelles pas? C'est en fait une série coréenne, je crois, où il y a un météorologue, pardon, qui est considéré comme le meilleur. Parce que en fait, à chaque fois, il a les bonnes intuitions, il a les bonnes prévisions météo. Et à un moment donné, le personnage principal va lui parler pour lui demander comment ça se fait, comment il a réussi à devenir aussi bon. Et il lui a dit, va chercher celui qui a, lui, les pires erreurs et les pires prédictions. Et en fait, ils se rendent compte que les pires prédictions n'ont jamais été vraiment loguées, mais lui, il lui explique en fait que c'était lui aussi qui a fait le plus de nombreuses fois d'erreurs et que c'est cette expérience-là qui a fait qu'aujourd'hui, ces prédictions sont justes quasiment à 100% du temps. Et donc, cette fameuse intuition, ce fameux génie, il vient aussi du fait qu'il a fait énormément d'erreurs et qu'il a pris beaucoup de décisions erronées à un instant T. Oui, complètement. L'expérience est hyper importante. Tu as parlé un peu c'est comme un muscle. J'ai entendu ça, je ne sais plus si c'est dans un livre, parce que des fois j'écoute les livres, ou si c'est dans un podcast, mais il y a quelques jours à peine où l'auteur ou l'hôte, je ne sais plus, disait, je crois que justement c'est sur les prises de décision. La prise de décision, c'est un muscle quand tu es entrepreneur et en fait, tu dois en prendre tout le temps et donc il faut le muscler, il faut s'entraîner, il faut être dans l'action en fait, en continu et ça revient sur ce que tu disais tout à l'heure Nicolas sur le côté, en fait, la stabilité, c'est la précarité parce que du coup, tu t'entraînes pas non plus à cette prise de décision et tu restes, malheureusement, pas dans la bonne, posture de l'entrepreneur. Je me demande s'il n'y a pas Fabien Olicard qui en parle dans un de ses bouquins de cette notion Ah, de... c'est fort possible. Alors, moi qui ai fait du test dans l'informatique, nous, on disait que les meilleurs testeurs, c'est les pires codeurs. En fait, ils ont fait tellement d'erreurs qu'en fait, il suffit juste, ils prennent le code de quelqu'un d'autre et puis ils y injectent toutes les erreurs qu'ils y ont faites et qu'ils ont vues par le passé. C'est ça. Ouais, hein. J'étais une piètre codeuse, une excellente testeuse. Quel est le secret de ta résilience? Qu'est-ce qui fait que tu es encore là aujourd'hui, que tu te lèves encore tous les matins, que tu te bats quand tu perds une cliente qui te fait 80% de ton chiffre d'affaires? Qu'est-ce qui fait que tu continues? Waouh, super question. En fait, c'est une séance de thérapie, c'est pas possible, cette interview. Tu vois, non, mais c'est rigolo comme question parce que c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, il y a un côté il y a ton pourquoi qui est là, hein, quand même, au quotidien. Donc, il y a beaucoup de persos dans cette histoire d'entrepreneuriat. Le secret de ma résilience. Alors, je dirais que la secret sauce, ce qui fait que aujourd'hui, comment dire, je pense, en tout cas, avoir quelques fondations solides et qui m'ont permis, en fait, d'être encore là, malgré parfois quelques effondrements, comme celui que j'ai vécu il y a quelques semaines, moi. Alors, je dis effondrement parce que, en fait, ça a été un revirement de situation pas forcément trop anticipé. Il y a pas mal de... je dirais qu'il y a deux choses. C'est
la data, la structure, les systèmes. Et la deuxième chose, c'est le réseau. C'est un peu les 2 gros piliers, je crois, de mon entrepreneuriat. Donc quand je dis système, quand je dis structure, je parle à mon échelle. Moi, je travaille avec, des entrepreneurs qui ont des équipes et cetera. Moi, personnellement, je suis indépendante, je suis solopreneur, hein, j'ai pas de parfois je délègue des choses, bien sûr, mais j'ai pas d'équipe avec moi. Et pour autant, en fait, je trouve que c'est, hyper important et c'est ce qui me permet de me développer, au fur et à mesure, c'est d'avoir en place ces systèmes. J'en donne quelques exemples. Un bon système de gestion de planning, de to-do list, un super système de suivi prospect client, ce genre de choses qui permettent qui permettent à mon activité, bah, de déjà de vivre et puis, de se développer et de se reposer sur des bases saines, en fait. Le deuxième pilier, c'est le réseau, parce que, vraiment j'aime bien, papoter avec les gens. Je connecte facilement, on va dire et c'est vrai que le fait d'entretenir un réseau, c'est hyper précieux. C'est vraiment, pour reprendre l'exemple du cocotier, plus vous avez de noix de coco, plus vous avez de chances qu'il y en ait 1 ou 2 qui tombent. Donc c'est ce qui permet de toujours avoir un message à envoyer en disant: «Voilà, je suis dispo» ou ce qui fait que quand on est dans le besoin, en quelque sorte, je dis pas que le réseau arrive avec une cape, et une épée pour vous sauver, mais nos compétences intéresseront toujours quelqu'un. Donc c'est bien d'avoir ce réseau-là, c'est ce qui permet de solidifier. Et pour répondre à la deuxième partie, quel est mon pourquoi? Pourquoi je me lève tous les matins? C'est une très bonne question. Je suis pas sûre de pouvoir y répondre comme ça. En vrai, je pense que ça fait encore partie des questions que je dois auxquelles je dois répondre, tu vois? Et auxquelles, mes 7 ans d'entrepreneuriat m'ont pas vraiment permis de répondre. Et d'ailleurs là, tu sais, je disais, je suis dans une phase un peu de repositionnement, re-questionnement et cetera. Et clairement, les questions que je me pose aujourd'hui, elles sont tournées vers la vision. Et je disais à une copine entrepreneur, oui, je sais ce que c'est la vision, j'en parle avec mes clients, c'est ça qui permet de les porter au quotidien et cetera. Mais en fait, chez moi, c'est très flou. Donc ça fait partie des choses un peu que je devrais, comprendre, je pense, les prochains mois. C'est rigolo parce qu'il y a ce fameux bouquin qui te dit, «Commencer avec un pourquoi», Start with Why de Simon Sinek, je crois. Hem, qui est vrai, hein, c'est vrai que quand tu as un pourquoi, une vision, en fait, c'est ça qui te porte au quotidien. Je crois que moi, elle évolue beaucoup, en fait, cette vision, elle a c'est c'est encore un peu le même schéma finalement qui va nous porter pendant toute cette interview. C'est plein de petits pas. Et je dirais qu'une des choses qui me porte, en tout cas, qui fait que j'ai envie de me lever tous les matins, c'est un peu le lifestyle que j'ai envie d'avoir. C'est assez égoïste pour le coup, j'ai pas de de volonté de sauver le monde dans mon entrepreneuriat, pas directement en tout cas. Mais c'est vrai que, être entrepreneur, ça amène cette liberté. Je crois que c'est ça qui me porte quand même pas mal, au quotidien. Alors c'est intéressant ce que tu dis. Je reviens juste sur une chose, parce que le vocabulaire peut être compris par d'autres personnes différemment. Donc la première partie où tu parles de système, il y a d'autres personnes qui pourraient parler de processus, mais voilà, c'est la même chose, hein. On est d'accord que c'est le même principe. Par rapport au pourquoi, oui, pour lancer une start-up qui va lever des millions, il faut une vision et il faut un gros pourquoi. Et en général, les entrepreneurs sont tellement petits par rapport à la vision que c'est pour ça qu'ils sont capables de lever des fonds énormes et de travailler 36 heures par jour. Je sais que c'est pas possible, mais voilà, et qui vont se dépasser. Ça existe, mais c'est pas comment dire, quand on regarde l'environnement de toutes les entreprises qui existent, la grande majorité, c'est plutôt quelque chose qui va être de l'artisanat, voilà, du freelance, d'être indépendant. Donc on est sur quelque chose de plus personnel. Et simplement, au début,
tu as dit que ça t'avait éclaté, que quand tu travaillais avec ton mari, que tu t'es rendu compte que tu voulais faire ça, que tu avais adoré, pour moi, c'est ton premier pourquoi. C'est tout simplement que tu, tu prends ton pied quand tu fais ça, et je pense que c'est la première chose, parce que quand on s'éclate dans ce qu'on fait, que c'est quasiment un jeu, déjà, en fait, c'est une énorme raison de continuer et d'avancer. Oui, merci pour ce retour enfin, ce feedback, parce que c'est vrai. C'est vrai, déjà, je m'amuse beaucoup au quotidien, et ce depuis le départ. Et il y a un truc qui me vient aussi. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept un peu d'intégrateur visionnaire, qui est largement partagé dans le livre Rocket Fuel d'ailleurs, où en fait l'auteur, dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez, en fait partage ce point de vue où dans toute entreprise, il doit y avoir un visionnaire et un intégrateur. Et l'intégrateur, en fait, c'est celui qui est en coulisses et qui va rendre la vision du visionnaire réelle. Le visionnaire a une super idée du genre Steve Jobs qui dit on va créer l'iPhone, et en fait l'intégrateur derrière c'était Steve Wozniak qui dit ok, ben en fait plan A, plan B, plan C, et puis il met tout en œuvre, il recrute le personnel qu'il faut, etc. Et en fait, moi j'ai plutôt ce profil d'intégrateur, c'est pour ça que je travaille en tant que directrice des opérations. Et ça, par contre, ça m'amuse énormément et ça me porte beaucoup de porter la vision des autres. Je sais pas si c'est bien dit comme ça. Du coup, c'est intéressant, ça veut dire que ton client cible, en fait, ce sont les visionnaires. Ah oui, complètement. Oui, moi je travaille avec les visionnaires, ouais, complètement. Ça me porte énormément. C'est pour ça que j'ai été portée pendant 3 ans avec ce projet-là. J'ai gardé mon âme d'entrepreneur pendant ces 3 ans-là. Il était hors de question que je quitte et que j'aille 300% vraiment complètement dans le projet. Enfin, quoi que j'étais prête à y aller à un moment donné, mais je pense que mon âme d'entrepreneur, à un moment donné, a dit: «Nia». Mais oui, je suis énormément portée par les projets des visionnaires, qui eux, en fait, arrivent à amener des choses comme tu le disais, beaucoup plus grand qu'eux, tu vois? Et d'ailleurs, je suis toujours, c'est pas impressionnée le mot, mais c'est admirative, ouais. Admirative de ça, parce que moi je sais que ça fait pas partie de mes soft skills, on va dire. Voilà, c'est plus, moi je sais les amener, techniquement les projets, mais les imaginer, les porter, c'est encore autre chose. Alors, je me permets, je reviens sur la notion de système. Moi, j'avais trouvé ça très, très intéressant. J'aimerais bien que tu nous aides à la compléter. En fait, tu dis que donc tu as créé un système, tu as créé un réseau, et puis finalement, enfin, je vais imaginer, mais étant donné que tu as ton système, que tu as ton planning, que tu as tes activités, etc., bah, si tu te lèves pas un matin, en fait, il est cassé ton système. Je veux bien que tu me précises ta vision. C'est intéressant, mais je suis pas sûre de saisir. En fait, je suis en train de me dire si, par exemple, tu as fait, alors je sais pas si tu travailles en Gantt ou en Kanban ou en autre chose, si tu as fait des projections, si, j'en sais rien, moi, sur une semaine, tu décrètes que j'ai pas envie de travailler, alors qu'en fait, tu avais planifié que tu allais travailler sur cette période, il va falloir revoir ton système entier. Donc, au final, quand tu te lèves le matin, tu sais ce que tu vas faire. Ma question, du coup, là où j'aurais envie que tu m'aides à compléter, c'est est-ce que tes humeurs, on va dire du jour, est-ce que tu as j'ai un humeur maître qui va dire ce matin j'ai la flemme, ce matin je suis fatiguée, et puis est-ce que tu te dis non, aujourd'hui j'ai pas envie? Est-ce que tu adaptes en fait ton système à tes humeurs, ou est-ce que non, aujourd'hui tu es factuel, tu as ton système, etc., et en fait tu le respectes, et puis ton système intègre justement des temps pour se reposer, vacances et compagnie. Enfin, je sais pas si je suis claire. Si. Non, tu es très claire, je vois très bien la question. C'est une question qu'on me pose souvent, et c'est une question notamment
que beaucoup d'entrepreneurs me posent quand je suis amenée à les accompagner, notamment en consulting. Ça fait partie des freins. C'est oui, mais Sonia, on va mettre en place un système d'organisation, en gros, de gestion. Et moi, je vais être enfermée dans ce système. Et moi, en fait, j'ai pas été entrepreneur pour être enfermée dans un système. Et en fait, ma réponse, c'est au contraire, en fait, c'est cette structure-là qui me permet une liberté à l'intérieur de la structure que j'ai créée, bien sûr. Mais c'est justement ça qui me permet d'être flexible, d'être flexible et disponible, en fait, comme tu dis, en fonction de mes humeurs au quotidien. Je vais essayer d'être plus claire. Typiquement, en fonction de comment je vais fonctionner, comment vous allez fonctionner, comment l'entrepreneur X, Y, Z va fonctionner, bien sûr, en gros, il y a des méthodes de base, quoi. La gestion de projet, c'est de la gestion de projet. Mais on va la construire autour de l'entrepreneur, de sa vision, de son rythme, de ses ambitions, de sa volonté, de comment il a envie de travailler, de s'il a des équipes, pas d'équipes, etc. Et j'aime bien dire, en fait, à mes clients, on va te construire, ça va parler surtout aux femmes, je pense, ce jean, tu sais, dans lequel tu es trop bien et où tu peux rester toute la journée dedans, même quand tu rentres chez toi, tu vas pas forcément l'enlever. Ça, c'est le bon système. C'est celui dans lequel tu peux te mouvoir, c'est celui dans lequel tu peux vivre en fait de manière flexible et libre et vivre ton entrepreneuriat. Même quand t'as trop mangé? Même quand t'as trop mangé, justement. Il s'adapte en fait, tu vois. Versus le mauvais jean où t'attends qu'une chose, c'est de rentrer chez toi pour pouvoir l'enlever et te mettre en pyjama. Et donc, après, je vais venir sur l'exemple, justement, mon exemple à moi. Moi, je suis prestataire de service. Je suis aussi entrepreneur parce que je mène des activités entrepreneuriales, mais j'ai aussi des activités de prestataire. Donc, en tant que prestataire, j'ai des engagements envers mes clients. Donc, oui, c'est flexible, je choisis mes horaires, etc. Mais quand même, je reste dans le cadre du contrat que j'ai signé avec ces clients. Et donc, bien entendu, je peux être malade, bien entendu, je peux être fatiguée, mais j'ai quand même des livrables en fait à livrer. Donc, j'ai envie de dire, quand on est prestataire, c'est limité. Et donc, c'est bien d'être organisé. Mais mon système inclut justement des moments de repos aussi, entre guillemets, imposés, je m'entends, de manière à quand même se reposer et comment dire, être bien quand je dois travailler pour les clients. Et cela dit, en fait, moi, au quotidien, comment ça se passe? J'ai des journées types. Donc, en gros, le lundi, c'est un peu buffer day, c'est-à-dire je fais un petit peu tout ce qui doit être fait, le traitement des mails, l'administratif, c'est le moment où j'ai les rendez-vous. On se voit aujourd'hui, on est lundi. C'est un peu le tout venant. Mardi, c'est consacré à mes projets. Mercredi, jeudi, à mes clients. Et le vendredi, c'est de nouveau mes projets, clôture de la semaine, management du planning pour la semaine d'après. Ça, c'est le truc type. Mais en fait, en fonction de, entre guillemets, comment je me lève le matin, j'exagère un peu, mais je remodèle. Des fois, ça m'arrive de faire du client le lundi, finalement du buffer le mercredi, etc. Après, moi, j'ai mon petit rythme, donc c'est quand même rare quand ça bouge, mais si ça doit bouger, ça bouge. Ouais, donc grosso modo, tu as une semaine type. Tu as mis des jours type dedans, mais si jamais les activités, tu peux les bouger au sein de la semaine. Par contre, la semaine, elle est toujours avec le même type d'activité du lundi au vendredi, quoi. En gros, c'est ça. Ouais. Et puis après, ça bouge de moment en moment de mon entrepreneuriat. et je fais évoluer ça tous les trimestres, d'ailleurs. Mes semaines type changent à peu près tous les trimestres. Alors, je posais la question, en fait, parce que je vois régulièrement des entrepreneurs qui me disent « Ah, je sais pas, j'en ai marre d'Instagram. » Je vais dire Instagram au hasard. J'en ai marre d'Instagram. Ça fait 1 mois que j'ai rien publié, machin. Mais du coup, ça fait 1 mois que j'en avais marre et du coup, je boude un petit peu Instagram. Et du coup, là, si je m'y remets, je vais avoir personne qui va voir mon post. Je vais pas avoir de... Et du coup, en fait, leur humeur pendant un certain temps fait qu'au final, elles ont du mal à s'y remettre au bout d'un moment. Et j'aimais bien la notion de système, en fait, que tu disais tout à l'heure. Je me dis, c'est peut-être la réponse, en fait, à ce côté « je suis pas d'humeur à faire ». Ça permet de dire, j'en sais rien, moi, je vais le faire 1 fois dans la semaine et puis je vais programmer
1 ou 2 semaines de contenu et puis après je suis tranquille. Mais il faut pas faire l'impasse, on va dire, sur le... Ouais, et c'est comme tu dis, et c'est là que la connaissance de soi aussi, elle est importante. Parce que effectivement, si le lundi matin, c'est le temps que tu as prévu pour faire tes posts Instagram, mais que un lundi matin, tu te réveilles et je sais pas, tu as la T'as mal pas à la tête d'humeur. et pas du tout d'humeur, et la seule chose que tu peux faire, c'est une tâche automatique qui ne te demande pas de réfléchir. Il faut savoir ajuster tout en reprogrammant cette session de travail sur Instagram à un autre moment pour justement ne pas que ça devienne le risque du coup de ne plus jamais y retourner, quoi. Oui, complètement, c'est juste ce que vous dites, c'est comme ça que je le vois. C'est que en fait, le système, il te permet de prendre de l'avance et le fait de te connaître te permet, en fait, de dire: «En fait, je vais plutôt mettre ça là. Ça, il vaut mieux que je le fasse, 3 semaines, 1 mois à l'avance parce que je me connais, au dernier moment, sinon je vais être en retard». Enfin, il y a plein de petites choses comme ça, que permet, en fait, la structure d'un business et c'est ce qui te redonne ta liberté, en fait. C'est ce qui fait que si ce lundi-là, tu as pas envie de faire de la création de contenu, ben, c'est pas si grave que ça, parce que tu as un peu d'avance, tu as pas lâché, complètement et cetera. Tu fais bien de rajouter ce côté prendre de l'avance parce que c'est vrai que c'est aussi la clé de tout ça. C'est si on n'a pas pris d'avance, on est toujours en flux tendu et on a toujours cette pression qu'on s'est mis nous-mêmes avec ce que tu disais, le côté si j'abandonne tout vraiment, quoi. C'est pas juste je programme des choses que j'ai déjà construites. Alors après, je précise quand même, parce que c'est important, que parfois je donne un peu cet exemple de structure parfaite, de nana hyper carrée, organisée, ce qui en soi est pas faux, hein. Mais je me fais déborder par mon agenda aussi. Je j'abandonne les réseaux sociaux par moment. Là, ça fait à peu près 4 mois que j'ai pas écrit une seule newsletter à mon audience, abonnée à ma newsletter. Enfin voilà, on est tous pareils, hein, en soi. Hem, on se il y a oui, parce qu'il y a aussi je sais même pas trop où je vais en ce moment avec, mon positionnement, donc j'ai pas envie d'écrire pour écrire. Donc, il y a tout ce côté-là humain, en fait, qui, entre guillemets, «prend le dessus» sur certains aspects, mais la structure mise en place précédemment me permet de quand même rester sur un rythme de croisière et un rythme d'activité, qui m'évite en fait les effets de yo-yo comme ça. Donc en effet, en ce moment, au niveau de l'audience, de la création de contenu, je suis pas hyper, au poil, disons-le clairement. Mais j'ai un rythme d'activité quand même qui est stable, qui est relativement stable et qui me permet de ne pas être inquiète parce que j'ai pas écrit un post Instagram ou parce que j'ai pas, envoyé une newsletter en gros. Tout à fait. Je pense pas que ça joue au niveau d'un poste, c'est plutôt... Non mais oui, enfin c'était pour illustrer, mais oui, oui, Ouais, complètement. tout à fait. Ok. Alors j'ai une petite question bonus qu'on pose pas d'habitude, mais là j'en profite. Vas-y. Euh, Quel conseil tu donnes à des gens qui veulent devenir justement entrepreneurs nomades? Ah, entrepreneur nomade, ça c'est mon ancien c'est mon ancien positionnement. Comment on se lance là-dedans et Hem, comment ça marche? alors tu vois, il y a un conseil que je donnais et que j'ai pas du tout appliqué, qui est: je pense que c'est bien d'avoir lancé son activité avant de partir. Moi, c'est vraiment l'opportunité, en fait, que j'ai trouvée sur la route, donc je l'ai saisie et si c'est votre cas, en fait, faites-le. Surtout l'idée, c'est pas de s'arrêter. La preuve j'en suis la preuve, ça m'a pas empêché de me développer. Mais c'est beaucoup plus confortable quand on part avec déjà dans son ordinateur une base de données, prospects, clients, une activité, un petit réseau. Je dis pas qu'il faut avoir, 5 ou 10 ans d'entrepreneuriat derrière soi, mais c'est plus confort. C'est ça, ce serait déjà le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de pas vouloir, parcourir en fait, le monde comme quand on fait que voyager. Par exemple, quand on est sur un tour du monde de 1 an et on fait que voyager, on a envie de tout parcourir et donc on va arriver dans un pays, on va faire ça, 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 on va aller du nord au sud, de l'est à l'ouest et cetera. Et en fait, à savoir que quand on est digital nomade, c'est pas vraiment possible parce qu'on a besoin de stabilité. On a des heures de travail, entre guillemets, à faire.
et que ce modèle de j'écris un email par jour et puis après je vais me reposer sous les cocotiers. Oui, il y a des entrepreneurs qui ont réussi, mais c'est des gens, je pense, qui comment dire, ont commencé il y a très longtemps et qui ont aujourd'hui des audiences de plusieurs dizaines de milliers de personnes où, en fait, ils peuvent se permettre d'envoyer un email et ensuite de profiter le reste de la journée. Tu bien délégué, automatisé, mis un DG ou un consultant en organisation. Travaillent en amont, en fait. Ils sont pas partis tout de suite comme ça. Et voilà, du coup, ce serait un peu le deuxième conseil, c'est en fait ne pas penser qu'on va parcourir tout le monde entier. Et en fait, c'est beaucoup plus confortable de rester 2, 3, 4 mois à un endroit. Nous, c'est qu'on était des nomades très sédentaires, c'est-à-dire qu'en fait, on restait 2 mois, c'était vraiment nos escales les plus courtes. Et pour moi, c'était beaucoup trop court. Par contre, j'adorais rester 8 mois, 9 mois à un même endroit. Et ça, c'est super confortable parce que on a besoin de ces petites routines quand on travaille. Si on veut être performant, les routines, c'est important. Et voilà, du coup, le fait de rester sur place, ça permet de reconstruire ses routines. Ok. Merci beaucoup pour ça. Donc, 8-9 mois pour. Mais en Ouais, fait, c'est vous, c'était logique. un peu extrême, hein, mais je pense que 2 mois, c'est bien. 2-3 mois, c'est bien. Mais c'est logique en même temps parce que même quand on est chez soi, c'est-à-dire sans être nomade, euh, on se rend compte que si on veut découvrir ne serait-ce que la région ou la ville autour de nous, on peut pas le faire à tout moment, à toute heure du jour ou de la nuit. Il y a des créneaux pour ça, notamment les week-ends, parce que malheureusement, c'est les seuls moments où nos clients ne travaillent pas. Donc, on est obligé, nous aussi, de ne pas travailler à ce moment-là. Euh, et, euh, et donc, forcément, sur une semaine comparé à une semaine de vacances où on a le temps de faire plein de choses en une semaine, une semaine de travail, forcément, on n'a pas autant de moments pour ça. Et si, et si tu allais en fait faire tes visites en fait à un endroit où il y a tellement de décalage horaire. Donc tu travailles la nuit, tu visites le jour. Et tu dors pas, c'est ça? C'est ça. Mais le décalage horaire, parfois, c'est intéressant, hein, selon, le fuseau sur lequel on est. Moi, je sais que par moments, c'était agréable parce qu'en fait, pendant que toi, tu travailles, tes clients dorment et tu travailles dans le calme, en fait. Tu es pas sollicité par les notifications et cetera et donc c'est super agréable. Et puis, pour les visites, c'est vrai qu'on s'organise, disons qu'en fait, quand on est, chez soi en mode sédentaire, on va avoir cette tendance parfois à travailler jusqu'à 18-19 heures, parfois 20 heures quand on quand on est un peu en rush. En fait, quand on est digital nomade, on a quand même cette volonté de pas manquer, un moment et donc on va vraiment s'organiser pour, s'arrêter de travailler vers 17 heures, 17 h 30. Et en fait, ce qu'on fait après, c'est qu'on va se balader dans la ville et donc on découvre et en fait, c'est toujours de la nouveauté donc c'est très, très inspirant, très agréable. Allez, c'est parti pour les questions du tac au tac. Donc, le principe, c'est de répondre du tac au tac. Évidemment, ce qui nous intéresse aussi, c'est que tu creuses le pourquoi tu réponds ça. Donc, n'hésite pas, une fois que tu as donné ta réponse, à expliquer. Donc, est-ce que tu es plus recrutement ou prestataire externe? Ah, alors pour moi, personnellement, prestataire externe. Ok. Là, pour te dire, moi-même, je suis prestataire externe et j'ai un modèle d'entreprise, moi, personnellement, qui est, sur le modèle d'indépendant freelance. Donc même sur la vision, je disais tout à l'heure, j'ai pas vraiment de vision, mais un petit peu quand même. Sur la vision long terme, j'ai quand même cette vision de mon côté, très, très solopreneur, en fait. Voilà, là où en fait, je crois que, hem j'adore travailler en équipe, mais je le fais tellement en fait avec mes clients, en tant que DO, qu'en fait moi dans mon entreprise, j'ai pas envie d'avoir, tout le management à faire. Je le fais déjà chez les autres et ça me va très bien. Je comprends. Ok. Est-ce que tu es plus formation ou auto-formation? Les 2, les 2 mon capitaine. J'aime beaucoup, la formation, enfin présentielle ou distancielle, mais être avec le formateur. Hem, pour tout ce que ça apporte, hein, c'est riche les échanges, on vient creuser sur des choses, sur lesquelles on s'attendait pas forcément et cetera.
Et en revanche, j'aime beaucoup l'auto-formation parce que c'est à consommer, comme on veut, à n'importe quelle heure de la journée. Très bien. Est-ce que tu es dans des réseaux d'entrepreneurs officiels, hein, c'est-à-dire, et est-ce que tu préfères des réseaux d'entrepreneurs à la cool ou structurés? Alors oui, je suis dans des réseaux d'entrepreneurs, officiels et non officiels. C'est-à-dire que, il y a des réseaux qu'on a créés entre copains entrepreneurs où on s'est dit: «Bah, en fait, heu, mettons-nous, en réseau et puis, on se voit régulièrement». Et puis je fais partie de un réseau d'entrepreneurs, sur Toulouse, plus spécifiquement qui est structuré. J'aime bien les 2 aussi. En fait, je crois que ça vient nourrir, à la fois le réseau plus structuré, parce que j'aime bien moi le côté très structure, organisé. Je sais que le 16 mars, je serai là-bas, c'est organisé pour toute l'année, c'est génial. Et j'aime beaucoup aussi le côté un peu plus, libre et intuitif, des petits réseaux que j'ai pu construire, de-ci de-là, avec d'autres personnes. Alors, le téléphone et l'email, est-ce que c'est un ami ou un ennemi? Vous allez me détester. Les 2. Pas de souci. Je dirais que maintenant c'est un ami, que j'ai appris à apprivoiser, qui à la base c'était plutôt des ennemis et aujourd'hui c'est plutôt des amis. Ok. Et comment tu les as apprivoisés? Il y a un conseil que tu voudrais donner? Bon, alors déjà il y a le conseil de base qui est d'enlever les notifications. Tout ce qui est Slack par exemple, moi je suis sur, plein de Slack, avec, les équipes des clients. Slack n'est pas sur mon téléphone. Sauf cas particulier, par exemple, un lancement de produit, où là, on est tous, comment dire, d'astreinte, du début à la fin. Je mets Slack, du coup, sur mon téléphone, mais j'enlève Slack à la fin du lancement. Des moments consacrés, aux mails dans l'agenda. Et j'ai mis un petit message, automatique. Quand, les gens m'écrivent un email, ils reçoivent un message automatique qui leur dit, que je réponds généralement dans la semaine. J'aime beaucoup le inbox zéro, donc généralement le vendredi, je termine de traiter mes emails, donc ils auront a priori une réponse le vendredi et ça me tranquillise aussi. Tu vois? Je me sens pas dans l'urgence, en fait, de devoir répondre aux gens. Bon, puis après J'aime c'est beaucoup du temps. l'idée. Oui, je confirme, j'ai bien reçu ton email automatique. Et c'est vrai que c'est bien parce qu'au moins on comprend que une réponse n'arrivera pas tout de suite et que c'est pas grave. Parce que c'est vrai qu'on est tellement dans l'instantanéité aujourd'hui que même quand on est celui qui écrit le mail ou qui pose la question, on s'attend à une réponse rapide et si on n'a pas de réponse, on se pose plein de questions aussi. On se dit est-ce que il ou elle l'a pas vu ou est-ce qu'il ne veut pas me répondre et là ça Est-ce que monte c'est passé dans les spams? voilà. C'est ça, Et donc exact. ce retour automatique au moins a l'avantage de prévenir comment dire, l'expéditeur que ça va être traité. Oui, c'est la petite astuce, en tout cas qui moi m'apaise, tu vois, sur, non, c'est pas grave, j'ai pas pu répondre tout de suite, mais mais la personne est au courant que son mail est arrivé. Hem, ouais, après c'est du temps aussi de lâcher prise, hein, sur les réseaux, les divers canaux, faut apprendre je sais pas, à gérer je sais pas comment on appelle ça, c'est pas le taux d'adrénaline, mais à gérer en fait le ce que provoque chez nous la notification. Et ça, en fait, c'est vraiment avec le temps que j'ai appris. C'est l'expérience un peu. En plus, ce que tu dis, c'est intéressant parce que d'autant plus que toi, tu as été nomade pendant longtemps, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, quasiment tout ton travail est à distance. Oui, 100%. Voilà. Donc, les outils digitaux, c'est indispensable. Le web marketing, bah, ça passe par les réseaux sociaux, donc on est obligé d'être sur les réseaux sociaux et donc de les parcourir, de les ouvrir à un moment donné. Euh, et aussi ne serait-ce que de scroller un peu pour regarder les tendances, les choses comme ça, même si. Et donc, bah, il faut une certaine discipline euh, pour, euh, pour ne pas se laisser embarquer, à passer la journée à scroller sur Instagram. C'est ça. Mais je rassure tout le monde encore une fois,
encore aujourd'hui, j'ouvre des fois mon téléphone pour un truc et je ne sais pas par quel miracle, je me retrouve sur Instagram 15 minutes ou 30 minutes après. Ça m'arrive encore. Hein. Je Ça va, rassure tout le 15 ou monde. 30 minutes. Il y a des gens qui s'y retrouvent 2 heures, 3 heures plus tard. Ah, oh, quoi? Non, je L'après-midi vais est pas passé? jusque-là. Ouais, ils sont doués hein, à avoir créé des applications qui sont autant addictives. On se rend même pas compte qu'on va dessus, à C'est force. Alors, je te pose pas cette question exactement. D'habitude, on pose la question, est-ce que tu es plutôt journée type ou cas organisé? Là, j'ai bien compris que tu as plutôt des journées type. Maintenant, Ouais. la question, c'est est-ce que tu as plus loin que ça? C'est-à-dire, est-ce que tu as des routines? Pas vraiment. Je suis pas très routine. J'ai testé le fameux Miracle Morning. Ça me va pas du tout. Moi, je suis plutôt ours dans le chronotype. Je sais pas si vous connaissez un peu les chronotypes. Donc voilà, donc tu vois ce que je veux dire. Moi, me lever à 6 heures du mat ou 5 heures du mat, faire du yoga, de la lecture, je sais pas quoi, c'est pas possible. Ça me correspond pas en fait. Ça draine mon énergie avant de commencer la journée. Moi, le matin, j'ai une routine hyper classique, c'est-à-dire que je me réveille entre 7 et 9 heures en fonction de ma fatigue, de mon énergie. Je prends mon petit déj, une douche et puis je vais travailler. En gros, voilà, ça reste une routine, mais elle n'est pas exceptionnelle. Par contre, j'ai plein d'activités annexes qui m'aident en fait à travailler mon énergie, ma productivité, exactement en fait comme on en parle dans le Miracle Morning. Sauf que je les applique quand je veux, si je veux. Et je dirais qu'au fur et à mesure de toutes ces années d'entrepreneuriat, j'ai mis dans ma valise un peu dev perso plein de petites choses que j'aime bien. Je pense par exemple, petites séances de sport, méditation, lecture, aller faire un tour dehors. Enfin, j'ai plein de choses dans ma boîte à outils comme ça, mais que je sors, au besoin. Et il y a des moments, j'ai vraiment besoin. Il y a des moments, j'ai besoin d'avoir une espèce de routine où par exemple tous les midis, je vais faire, 15 minutes de sport et cetera. Mais au bout d'un moment, ça me passe et puis, j'en ressens plus le besoin et j'arrête. Voilà. J'aime bien la notion de se servir de tous ces outils, mais de les adapter à soi et de pas forcément avoir une routine figée. Oui. Après tout, si on est entrepreneur, c'est aussi pour avoir une certaine liberté. Donc, Ah si bah, ouais. on a notre journée qui est dictée de 6 heures du matin jusqu'à 22 heures, au final, c'est plus, ça ne comment dire, correspond plus au why, hein, comme on disait. Oui. Euh, alors, est-ce que tu es plutôt lecture, vidéo ou podcast? Podcast. Je suis, très consommatrice de podcasts et puis j'en ai créé un aussi. Heu, ouais, plutôt podcast. En fait, j'adore le podcast et aussi les livres. Alors lecture audio, je suis très, lecture audio parce que justement, c'est dans des moments. Alors donc moi, je suis 100 télétravail et je travaille 100 de chez moi. C'est-à-dire que je vais pas au coworking ou quoi que ce soit. Je suis, perdue dans la montagne pyrénéenne, dans un village de 130 habitants. Donc je pourrais aller il y a des coworking dans les villes voisines, mais j'ai pas envie en fait de faire 1 heure de route le matin. C'est pas justement pour ça que j'ai choisi aussi ce mode de travail. Donc, j'ai pas vraiment de transport où je peux lire ou ce genre de choses. Donc, le podcast, c'est parfait pour les moments où je fais, la cuisine, la vaisselle, le ménage et en fait, je dirais même que ça m'incite à avoir enfin, comment dire? À m'occuper un petit peu aussi de ma maison, et ça m'incite parce que je me dis: «Ah ouais, je vais continuer ce bouquin-là, je vais continuer ce podcast-là». Et au niveau des bouquins audio, souvent, ce que je fais, c'est que je les écoute, heu et les bouquins, vous savez, de non-fiction, ce qui est bien, c'est quand on applique surtout. Donc quand je les trouve super pertinents, je les commande après et je les reprends, plus, en mode posé avec des post-it et cetera. Mais ça va beaucoup plus vite parce que je les ai déjà écoutés et je sais exactement quels sont les chapitres, que j'ai envie de revoir, reprendre et de mettre en action. Est-ce que tu peux nous donner quelques livres qui seraient intéressants à lire? Bon, il y en a en effet 2-3 en mode, réflexion, lancement, d'entrepreneur slash, optimisation d'activité.
Il y en a un quand on part de zéro qui est vachement chouette, c'est le bouquin d'Alexis Minkela, le livre Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros. J'allais dire le livre dont vous êtes le héros. Ça, c'était les vieux bouquins d'avant. Qui est pas mal et que j'ai relu il y a quelques temps, il y a là 6 mois quand j'étais en pleine réflexion, parce que j'avais besoin de me remettre un peu sur les bases de OK, qu'est-ce que je prends où, à quel moment en fait pour me repositionner. Le deuxième que j'ai envie de vous recommander, c'est La prodigieuse machine à vendre. Je ne sais pas si vous le connaissez celui-ci. C'est vraiment, j'adore ce bouquin parce qu'en fait, l'auteur part en fait de la structure. Parce que pour moi, c'est ça qui est logique en vrai. Et ensuite, il développe toutes les parties plus managériales, marketing, vente, etc. Et en fait, il part vraiment du fait d'abord de structurer son entreprise. Et même quand on se lance, alors je suis pas du genre à donner le conseil de quand on se lance, qu'on part de zéro, il faut tout structurer, se faire une espèce de bazooka de la mort. Loin de là, vaut mieux avoir un système léger, flexible par rapport à son niveau de business. Mais c'est des bons conseils, je pense, à adapter en fait à tout entrepreneur, quel que soit le niveau, de penser d'abord, entre guillemets, d'avoir cette notion de structure dès le départ. Voilà, même si on la met pas en tout premier, d'avoir cette notion de structure dès le départ. Et ensuite, tous les conseils qu'il donne en termes de commerce, marketing, vente, etc., c'est un peu tous les conseils qu'on entend aujourd'hui sur les réseaux. Client idéal, prospection, marketing en ligne. Enfin, vraiment, il balaye tout. Et c'est un peu comme s'il y avait une espèce de condensé de tous les, de tous les conseils qu'on trouve de ci, de là aujourd'hui sur Internet. Et le troisième, ce serait comment il s'appelle? L'auteur, c'est Paul Jarvis. Le livre, c'est Company of One de Paul Jarvis, qui en fait donne un concept un petit peu de business minimaliste, et ce, quel que soit le niveau d'entreprise qu'on a. C'est-à-dire que Company of One, ça veut pas dire qu'il y a forcément qu'une personne dedans. On peut être une Company of One quand on a 150 salariés, ça marche aussi. Mais c'est vraiment ce concept de mener une entreprise avec seulement, entre guillemets, les essentiels, que j'aime beaucoup et qui, moi, m'a fait aussi beaucoup réfléchir sur mon modèle d'entreprise à moi. Vous me demandiez tout à l'heure, est-ce que je suis plutôt prestataire interne ou externe? Et clairement, j'ai aussi pris cette direction très inspirée de ce bouquin-là, en appréciant beaucoup le côté minimaliste. Voilà. Bah, merci, c'est très intéressant. Tu parlais juste de structure juste avant, et qu'effectivement, quand on se lance, la structuration, ça sert à rien d'avoir quelque chose de, comme on dit, un marteau-piqueur pour écraser une mouche. Voilà, parce que ça va créer beaucoup plus de problèmes que de solutions. En revanche, j'aurais tendance à dire que là où on est peut-être un peu plus fébrile, c'est là où c'est intéressant d'avoir de la structure. Et souvent, justement, la vente, pour beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, c'est là où ils sont un peu fébriles parce que ils sont timides, parce qu'ils sont introvertis, parce que plein de choses. Il y a plein de raisons valables, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est tout aussi intéressant d'avoir une structure sur ces aspects-là. Voilà, c'était juste un petit commentaire. Je valide. Est-ce que tu es plutôt sport ou art? Sport, même si je suis pas non plus très sport. Mais je suis pas art. Bah, voilà. Enfin, disons que j'aime bien la vie au grand air. Donc, de ce point de vue-là, je suis plutôt sport. Tu vois, j'ai vécu en voilier. J'adore la rando, j'adore le ski, etc. Mais bon, je suis pas la meilleure randonneuse sur les pistes de ski. Quand je fais des bleus, je suis pas très à l'aise. Je suis pas non plus une sportive de haut niveau, quoi. D'accord. Alors, est-ce que ton entourage ou tes amis ont évolué depuis que tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur? Oui, quand même. Alors, en fait, je sais pas si c'est entrepreneur ou le départ en voyage qui a aussi beaucoup changé les choses dans nos relations, parce qu'on est parti loin et longtemps. Oui. Donc, forcément.
Ça a fait bouger les choses. On a perdu de vue certaines personnes. On a rencontré d'autres personnes aussi. Donc en fait, disons que comme l'entrepreneuriat a été lié à mon départ, j'ai un peu de mal à dire si c'est l'entrepreneuriat ou si c'est le voyage, sachant que, voilà, comme on est parti loin, et longtemps, c'est là où on voit, les relations qui tiennent ou pas. Il y en a qui tiennent très bien, il y en a d'autres qui tiennent moins. Mais c'est vrai que globalement, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de relations liées à l'entrepreneuriat ou des gens qui comprennent ce qu'on vit quand même. Oui. En fait, tu as vécu les deux transitions en même temps, le passage. Enfin, habituellement, les gens font le passage d'étudiant à salarié, puis de salarié à entrepreneur. Toi, tu as fusionné. C'est vrai que j'ai jamais été salariée, enfin, j'ai été salariée pendant mes études, des jobs étudiants, mais c'est vrai que j'ai jamais eu de métier, salarié, clairement. Ok. J'ai une dernière question, du coup. C'est si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer, lequel ce serait? En fait, je sais pas si c'est un conseil, ce serait, entre guillemets «une mise en garde». En tout cas, s'attendre à ce qu'il y ait du mouvement. Ça va pas être lisse, ça va pas être, ça sera jamais, comme ce qu'on a en tête. Je pense, après 7 ans d'entrepreneuriat, tout ce que je vis, même si je fais des plans, de la gestion de projet, de la planification, des mises en place d'objectifs, tout ce qu'on veut, je suis toujours surprise en fait, des résultats. Parfois en bien, parfois pas. Mais je pense que l'entrepreneuriat, c'est fait pour c'est fait pour les personnes. Disons qu'il faut accepter le mouvement et ne pas, ne jamais, ou presque jamais, entre guillemets, avoir exactement ce qu'on avait en tête. On peut atteindre des résultats, qu'on a définis parce qu'il y a la stratégie, il y a la tactique, il y a les objectifs, il y a, la structure, la data, tout ce qu'on veut, les métriques qui font que si, je dis n'importe quoi, demain je veux 150 prospects, dans mon CRM, je peux atteindre cet objectif-là. Ça, cette attente-là, en fait, je peux l'atteindre, c'est pas un problème. Mais, par rapport à ce que ça va me procurer, par rapport aux attentes que j'avais par rapport, si je reprends cet objectif de 150 prospects, hem, j'avais des attentes par rapport à ça parce que je me disais que 150 prospects, ça allait pouvoir, me débloquer certaines choses dans mon business et m'amener, peut-être, des opportunités vers X, Y choses et cetera. En fait, j'atteins cet objectif-là et je vais trouver quelque chose, mais c'est pas forcément ce que j'escomptais, en fait. Ouais, c'est intéressant. C'est comme un voilier finalement, hein. Il y a le vent, il y a les vagues, etc. Il faut suivre le mouvement. Et si on essaie d'aller tout droit, potentiellement, ça peut être dangereux. Donc, Oui, il eh faut ben, je te suivre le remercie mouvement. de finir sur cette comparaison, Nicolas, parce que c'est vraiment ça et c'est rigolo quand on vivait en voilier, combien de parallèles j'ai pu faire entre la vie en voilier et l'entrepreneuriat. Hem, En fait, c'est vraiment ça. On est dans une espèce d'élément qu'on ne maîtrise pas et cet élément, c'est le marché quand on est entrepreneur. Quand on est, marin, c'est la mer, c'est l'océan. Et vraiment la nature, on peut pas la dompter, hein. C'est pour m'être retrouvée une fois dans une tempête, je peux vous dire qu'on comprend la force de la nature et qu'on comprend qu'en fait, on peut avoir le meilleur matériel du monde et donc je fais le parallèle, la meilleure stratégie, la meilleure tactique du monde. Si le marché a décidé de prendre une direction, en fait, vous n'y ferez rien. Donc si on lutte et on l'a vu en fait cette tempête, on était plusieurs à la traverser, plusieurs copains, de bateau et donc on est tous partis du même point A et on est tous arrivés au même point B et tout le monde n'est pas arrivé dans le même état. Il y a des bateaux qui sont arrivés, avec des voiles déchirées, des équipiers, enfin des équipages qui se sont complètement disloqués, des personnes qui ont carrément pris l'avion, en arrivant, directement. Enfin, il y a eu vraiment des dégâts et puis, il y en a d'autres qui ont, compris, qui ont suivi le mouvement, qui ont réussi à ajuster les voiles, à adapter l'allure en fait et à arriver, plutôt bien, plutôt pas trop de casse et cetera. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est ça.
C'est savoir en fait jouer avec les éléments qui sont à notre disposition, dans lesquels on gravite, qu'on ne maîtrise pas. Et il faut savoir adapter la voilure. Ça sert à rien d'essayer de forcer. Ça marchera pas, en fait. Donc, faut être flexible. Oui, c'est très. Enfin, je veux dire, pendant les 3 ou 4 ans qu'on a vécu en voilier, je trouvais que c'était vraiment ça, en fait. Moi, j'en profitais parce que j'ai tout de suite pensé au parallèle, effectivement, et comme tu as cette expérience, c'était intéressant. Du coup, on a terminé. On a une dernière question, du coup, pour nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Avec grand plaisir. Alors du coup, sur Instagram, sonia.lerambourg. C'est souvent là où c'est le mieux pour venir, me papoter, en fait, en message privé. J'ai aussi, une page LinkedIn que je pense venir alimenter ces prochaines semaines. Donc on peut me retrouver là-dessus, en tout cas pour la partie, plus, comment dire? CV en quelque sorte. Et puis, là où je partage le plus de choses, de conseils, c'est sur mon podcast, qui s'appelle Système au pluriel et compagnie. Donc ça s'écrit système et commercial CIE, qu'on retrouve sur toutes les plateformes, d'écoute et sur lequel je partage en fait, des conseils sur, la structure, le pilotage d'entreprise, le management, les systèmes et cetera. Et on finit d'ailleurs, là, la saison 1 demain et je vais commencer à préparer tranquillement la saison 2. Voilà. Est-ce qu'on a oublié de te poser une question ou est-ce que tu aurais aimé entendre une certaine question? Bonne question. Je crois qu'on a fait quand même pas mal le tour de plein de choses. Je dirais que certainement. Il y a certainement des sujets qu'on aurait pu aborder et qu'on n'a pas forcément abordés là. Mais non, je pense que vous avez été de bons, intervieweurs, de bons hôtes et j'ai vraiment cette sensation d'avoir balayé, un large spectre de l'expérience, entrepreneuriale que j'ai. Et d'ailleurs, c'était intéressant, de venir parler de ça parce que souvent, je suis, enfin souvent, comme si j'étais une giga star qui interviewait tous les jours, mais en tout cas, quand on m'interroge, c'est surtout généralement sur la délégation, le management, le recrutement, sujet, qui me passionne. Mais c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas fait un peu le tour de ma vie entrepreneuriale. Donc merci pour ça. Ça m'a permis de me reposer des questions, de me remémorer des moments aussi. Donc un grand merci à vous pour ce moment passé. Avec plaisir. Merci Sonia d'avoir accepté notre invitation et merci pour tout ce partage. Oui, merci beaucoup. Et du coup, à la prochaine. À la prochaine. Merci pour tout. Salut.